2 ans. Et à tous les 2 mois, il me cédule un scan. Ça qui nous permet de réagir très rapidement à savoir si la chimiothérapie fonctionne bien ou non, qu'est-ce qu'on ajuste, qu'est-ce qu'on fait et tout. Je l'ai vécu dans le passé. J'ai passé un scan. 2 mois plus tard, j'ai passé un autre scan et c'était une catastrophe. Les métastases avaient triplé et on a pu réajuster immédiatement le protocole de chimio. Et si on n'avait pas pu être proactif dans le processus, c'est sûr que je ne serais pas ici ce matin en train de vous parler parce que je serais décédée. Ça, c'est sûr et certain. Alors, à tous les 2 mois, soit mon oncologue prenait le téléphone et disait, bon, j'ai ma patiente ici, c'est impératif qu'elle passe un scan cette semaine ou en tout cas dans les plus brefs délais. Si c'était pas lui qui le faisait, les secrétaires étaient capables de le faire et avaient accès à quelqu'un en radiologie. Maintenant, les téléphones sont coupés, sont fermés. Il n'y a plus personne qui répond là-bas. Et là, maintenant, il faut envoyer votre papier par fax et prendre son ticket. Moi, ma requête a été envoyée et c'est la coordonnateur du centre de radiologie qui décide si je suis prioritaire ou non. Alors, je tombe sur une liste d'attente. Je veux dire, 6 mois, une métastasée, stade 4, ça fait 2 ans que je me bats. 6 mois, je ne suis pas une priorité, qui l'est? J'ai le goût d'en faire un combat personnel, mais c'est vraiment pas juste pour moi parce que nous sommes des milliers à vivre la même chose. Depuis que vous nous avez alertés là-dessus, on a fait aussi beaucoup d'appels. Oui. Ça se peut que ça ait eu des influences. J'ai appelé plein de personnes à la Cité de la Santé, dont une personne qui est cadre au niveau de l'imagerie, de la radiologie et tout ça. Je lui ai dit, est-ce qu'un nouveau scan serait la solution? Il dit oui. Puis il dit, j'ai encore mieux que ça pour vous. Il dit, c'est que moi, je l'ai le dossier pour le scan entre mes mains. Il dit, tout ce qu'il faut, c'est 2 signatures. Ce matin, ce qu'on veut faire ici, c'est vraiment prendre votre exemple, Nathalie, puis dire, au Québec, là, des Nathalie Prudhomme, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Puis ça me place dans une situation où est-ce que ça met ma vie en danger. Bien, je le prends pas, puis je m'exprime, puis je veux que ça change. On peut-tu les faire bouger, ces fonctionnaires-là, à un moment donné? Oui, Hein? c'est ça qu'on va faire. Qu'on te garde en vie plus longtemps? Oui! Mon médecin m'a dit, il y a 18 mois, que c'est le temps qui me restait à vivre. Et aujourd'hui, jour pour jour, je suis encore en vie. Fait que je pense que ça se fête, la vie, ça se fête. Fait que je pense que bien, pour moi, pour mes enfants, c'est une victoire. Après ça, chaque jour, c'est une victoire. Chaque jour, c'est un cadeau. Fait que je pense que ça vaut la peine de souligner ça. Moi, je dis toujours aux patients, gardez de l'espoir parce que chaque jour, la recherche progresse et chaque jour, chaque semaine, chaque mois que vous gagnez à survivre, vous risquez d'avoir la chance de pouvoir profiter d'un nouveau traitement qui va vous permettre de rester en vie plus longtemps. C'est profondément souffrant vivre ça. Vu que tu es en fin de vie et que tu as un deadline, bien, tu veux faire plein de trucs, mais ton corps n'est pas capable de suivre, tu sais. Là, aujourd'hui, il me reste 1 semaine jusqu'à mon autre chimio. Là, je suis dans une bonne période. Mais si je suis encore là en chimiothérapie, bien, c'est des mois qui se rajoutent à ma vie de plus. Alors, j'essaie de voir le bon côté de la chose. Il y a d'autres moyens pour dépasser la maladie ou mieux vivre avec la maladie, disons-le comme ça. Il y a, entre autres, le réseau social. Il faut dire que les gens qui nous entourent, c'est le facteur numéro 1 du bien-être. D'une part, on sera moins malade et d'autre part, si on est déjà malade, il paraît qu'on a des meilleures chances de se rétablir. Nathalie, pour moi, représente la première place dans ma vie. En tant que parent, on veut même jusqu'à donner notre place. Moi, je serais bien prête à lui laisser mes années. Maman, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, puis de l'entendre verbaliser ça, je me dis... Puis je pensais à mes enfants, je vais changer ma vie contre la tienne, tu sais. C'est de l'amour qui est totalement inconditionnel et tellement... Il y a juste une mère pour dire une affaire comme ça. Je vais te donner ma vie, tu sais. En Orient, la mort fait partie du quotidien, on célèbre la mort, on parle de la mort même avec les enfants. En Occident, c'est un tabou. Moi, je pense qu'il faut en parler, il faut y réfléchir, même très jeune. Il faut se confronter à la mort. Ça vous permet de
de mieux relativiser les échecs de la vie quotidienne. Avec mes enfants, je parle très ouvertement de la maladie. Il faut que je fasse attention. Il y a des journées que, oui, ils sont capables d'en entendre parler, puis d'autres journées sont plus émotifs. On a déjà parlé de la mort. La mort me fait pas peur, mais j'ai peur de mourir parce qu'il me reste des choses à vivre. Oui, les prochains mois me font peur. Je laisse sortir. Après ça, je me calme, je suis correcte. Mais il faut laisser sortir. Une façon de préserver la santé, c'est aussi de sourire. Aussi simple que ça, de sourire, de rire. Il y a de plus en plus de recherches qui démontrent que même un sourire forcé, un rire, la gorge déployée, dans ce rire-là, il y a ce qu'on appelle la dopamine, des endorphines qui vont agir à la fois pour diminuer la souffrance, la douleur, mais aussi pour, encore une fois, renforcer le système immunitaire. Alors, ça nous apporte quelque chose là, en termes de santé. Aujourd'hui, j'ai invité des gens qui me tiennent à cœur. Il y a des gens, ça fait longtemps que j'ai vu. C'est tous des gens qui sont importants. Puis c'était simplement célébration de la vie parce que pour eux aussi, c'est pas facile. Puis ils me trouvent bien tough de vivre tout ça comme ça. Ça va être un petit rassemblement. Là, on fait une épluchette. Puis ce soir, on a l'envolée des lanternes magiques avec la musique intégrée à tout ça. Ça devrait être un beau moment magique, ça, avec mes amis. Est-ce que c'est possible d'être malade et heureux? C'est pas qu'on est heureux d'être malade. Il n'y a pas personne sur la Terre qui est content de recevoir une maladie dans sa vie. Mais ce que j'ai découvert à travers ma démarche, c'est qu'il y a des gens qui ont vécu la maladie et qui vont dire à la suite d'une démarche « Je suis plus heureux que je l'étais avant d'être malade ». C'est quand même incroyable, ça. Hein? Alors, c'est d'apprendre de nouvelles choses qui nous permettent d'atteindre, un degré de satisfaction par rapport à la vie, par rapport à soi, plus élevé qu'avant de recevoir le diagnostic. Oui, ça fait peur tout ça parce que je me demande combien de temps je vais être capable de toffer. Je me demande combien de temps je vais être capable d'être forte, tu sais, puis d'être forte, puis d'avancer. Je veux pas passer mes journées couchées. J'ai peur de ne plus être capable de prendre soin de mes enfants. C'est ça, j'ai peur. J'ai peur de... Tu sais, comme les 2 dernières journées, là, j'ai passé les journées couchées. Mes enfants sont dehors, ils jouent avec leurs amis, puis tout ça. Moi, je les ai passés couchés. Ils savent que dans 2-3 jours, ça va aller mieux. Mais moi, c'est des secondes que je perds avec eux. C'est du temps qui m'est arraché avec eux. Quand on n'a plus grand-chose devant soi, ce qui devient important, c'est ce qui se passe là, au moment où on le vit. Alors, on remarque que les gens qui reçoivent un diagnostic qui sont malades vont considérer le présent comme quelque chose de très précieux. Il faut savoir que quand on n'a plus tellement de jours ou de mois, chacune des journées, chacune des minutes, je dirais, chacune des heures devient tellement précieuse et on ne veut pas le gaspiller. C'est incroyable de penser que ça prend une maladie aussi foudroyante qu'une maladie comme ça pour que tout d'un coup, on prenne conscience du fait qu'on est mortel. Je sors de chez mon médecin. Il m'a dit que je pouvais arrêter la chimio, faire une petite pause, on ne sait pas combien de temps. Les métastases ont tellement diminué de presque 50%. Ça fait 2 ans que je suis en chimiothérapie, je suis fatiguée. Ça me fait du bien de parler comme ça, parce qu'avant de prendre la route. Peu importe la finalité, mon rêve sera toujours plus grand que l'adversaire. C'est pour ça que je suis capable d'avancer. Parmi les autres éléments qui jouent sur la santé, dans les attitudes, il y a le courage. Évidemment, la résilience, quand on est malade, c'est la capacité de se relever et continuer de s'épanouir malgré les épreuves. Le courage, c'est aussi le courage d'être soi-même. Et ça fait vraiment une différence. Et ces gens-là, lorsqu'ils
meurent inévitablement, ils se disent, ben j'ai vécu une partie au moins, ou sinon la vie que j'ai voulu vivre et qui me ressemble. Et ça apporte vraiment un contentement important. Je termine une année que je pensais pas pouvoir terminer. J'arrive à la fin, puis là, ça va faire plus que 6 semaines. 5 semaines que j'ai pas eu de chimio, 6. C'est comme une question de temps avant que tout ça reparte, avant que toute le balle de la chimio reparte. Parce que je suis tellement fatiguée. Tout ce que j'espère, c'est d'avoir la force pour un autre combat. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, puis je prie, puis j'ai la foi, puis je me dis « OK, celle-là, c'est le bon. » Quand on est dans un combat contre la maladie, je vous dirais, il y a premièrement les recommandations médicales, les soins médicaux, mais il y a aussi des attitudes à avoir qui nous permettent de lutter, de combattre contre la maladie et de lutter pour la vie. Et une attitude, c'est quelque chose qu'on pense, mais c'est quelque chose qu'on fait aussi dans la vie. C'est des gestes concrets qu'on pose et qui changent des choses dans notre quotidien. Salut! Ça va? Aujourd'hui, ça va bien. Tu me l'aurais demandé il y a 2 jours, ça allait moins bien. Votre mère a-t-il plus d'énergie? Oui, ça paraît. Là, étant donné que j'ai été 2 ans sur la chimio, j'étais vraiment fatiguée, là, mon corps, mes muscles, c'était épouvantable. Donc là, je me suis dit, bon, j'ai une pause, je vais en profiter pour m'énergiser. Fait que là, je me fais vraiment des jus verts à tous les jours, mes shakes, je surveille mes calories. La santé, c'est le plus beau cadeau que les parents vous donnent quand vous venez au monde. La santé, c'est un trésor qu'on doit préserver au quotidien, qu'on doit chérir, qu'on doit aimer, qu'on doit cajoler. On doit tout faire pour la garder, cette santé-là, le plus longtemps possible. Quand vous fumez, quand vous êtes trop gras, quand vous ne faites pas de sport, quand vous mangez mal, vous vous préparez une vieillesse exécrable. Je me suis dit, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Alors, je suis devenue crudivore. Fait que ça a commencé là, pour moi. Fait que là, j'essaie de répéter le miracle, tu sais. Lorsqu'on parle de prévention du cancer, le mode de vie le plus important, si on ne fume pas, c'est d'être mince. La deuxième recommandation, c'est vraiment d'avoir un IMC, le Fonds mondial de la recherche sur le cancer, le World Cancer Research Fund, qui a compilé 400 000 études. La première recommandation, c'est soyez aussi mince que possible avec un indice de masse corporelle entre 21 et 23. C'est pas un problème esthétique, l'obésité, c'est un problème métabolique. Quand vous êtes trop gros, vous créez un climat physiologique d'inflammation dans vos tissus. Or, les cellules cancéreuses ont besoin de l'inflammation pour se développer. Le matin, j'ai ma routine, OK? Je fais mon shake. Fait que j'ai mes produits pour faire mon shake, j'ai de la protéine végétale, puis j'ai du green. Fait que ça, c'est mon déjeuner, parce que sinon, je ne déjeune pas, j'ai pas faim le matin. Le midi, en général, le midi, je vais faire un jus vert, puis je vais manger un petit quelque chose ou parfois non. Fait que si je me fais un gros jus vert, je vais prendre juste ça. Puis le soir, je vais souper, je vais essayer de prendre poisson, riz, des trucs comme ça, tu sais. Du point de vue alimentaire, les études populationnelles montrent que c'est des grandes familles d'aliments qui ont des effets protecteurs. La famille des choux, chou-fleur, brocoli, par exemple, a des effets 50 de réduction du cancer de la vessie ou du cancer de la prostate et des dernières études avec le cancer du sein. Une des autres familles d'aliments pour lesquelles il y a eu des effets protecteurs, c'est la famille des légumes très verts, cresson, de fontaine, épinards, et ainsi de suite. Dans des études avec 80 000 personnes suivies pendant 8 ans, on observe des réductions de 75 du cancer du pancréas. C'est un des cancers les plus fulgurants chez l'être humain. On a un effet protecteur de molécules contenues dans les légumes très verts. Il y a des effets avec la famille de l'ail, oignon, échalote, poireau, avec certains types de cancers, les cancers de l'estomac. Ce sont souvent les cancers du tube digestif qui sont les plus touchés. Il y a des études de protection du thé vert avec le cancer colorectal, mais pas avec le cancer de l'estomac. C'est vraiment spécifique pour un tissu. Dans les études populationnelles, le cancer du côlon, c'est à 69 000 personnes suivies pendant 8 ans. 57 de réduction. Donc, on ne parle pas de 12 là. On parle d'effets protecteurs extrêmement importants. Ce que la recherche a clairement montré dans les 30 dernières années, c'est qu'on est tous porteurs de tumeurs. En haut de 40 ans, c'est 100 de la population qui a des micro-tumeurs dormantes dans un